Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, entament aujourd'hui un voyage d'État en Chine. Paris et Pékin cherchent à relancer leurs relations économiques, mais veulent aussi évoquer la guerre en Ukraine. L'occasion de revenir dans les matins sur la place occupée par la Chine sur la scène internationale entre des tensions qui s'intensifient avec les États-Unis, une amitié renforcée avec la Russie, un rapprochement avec le Moyen-Orient. Le pays de Xi Jinping ne serait-il pas en train de devenir un nouvel acteur diplomatique central? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Emmanuel Véron. Bonjour. Emmanuel Véron, vous êtes géographe, spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l'École navale et à l'INALCO, et en duplex avec nous notre camarade Christine Ockrent. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous êtes journaliste, vous êtes productrice de l'émission Affaires étrangères, bien sûr, sur France Culture. Vous venez de publier L'Empereur et les milliardaires rouges aux éditions de l'Observatoire. Christine Ockrent, tout d'abord, une question. L'Union européenne, la France, peuvent-ils peser sur la Chine dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine? Quels sont les buts qui sont aujourd'hui réalistes selon vous? Eh bien, quand il s'agit de réalisme, je crois qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Le président français et la présidente de la Commission européenne auront affaire à un Xi Jinping qui est au fait de sa puissance. Entouré d'hommes liges, il a renforcé encore davantage le contrôle du Parti communiste, c'est-à-dire le sien propre, sur tous les secteurs d'activité et surtout sur la technologie et l'économie. Vous l'avez évoqué, Guillaume, sur le plan international, il a béni ce rapprochement spectaculaire entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et manifestement, il se sert de la guerre en Ukraine pour traiter avec un Vladimir Poutine affaibli au mieux des intérêts économiques chinois et de sa volonté de mettre en place un ordre international différent, se substituant en fait à l'ordre international dominé par les États-Unis qu'on connaît depuis longtemps. Donc en fait, le seul levier, me semble-t-il, pour le président français et la présidente européenne, c'est évidemment celui du commerce et de l'économie, parce que Xi Jinping a un problème majeur qui est de relancer la machine économique chinoise enrayée, ralentie après 3 ans de zéro Covid, et les contradictions manifestes. C'est ce qui m'a fasciné en travaillant sur ce livre, entre l'idéologie qui est véritablement son moteur essentiel et le besoin de maintenir les ressorts d'une économie qui dépendent en grande partie sur ces deux générations d'entrepreneurs chinois qui ont réussi à extirper cet immense pays de la pauvreté. Donc en fait, il me semble que la partition que vont jouer à la fois séparément, si j'ai bien compris, et ensemble, le français et l'européenne, le seul levier, c'est évidemment l'immense marché européen qui, sur le plan commercial, est indispensable à la Chine. Ça représenterait 5 à 6 points du PIB chinois. Et c'est évidemment sur ce terrain-là, me semble-t-il, que l'idée de venir, non pas seul, comme l'ont fait jusqu'ici le Premier ministre espagnol et surtout le chancelier allemand à l'automne dernier, l'idée de venir le français et l'européenne ensemble est évidemment une bonne idée. Qu'en pensez-vous, Emmanuel Véron? Oui, je crois qu'il est important, et dans la continuité de ce que vient de rappeler et analyser Christine Ockrent, la vision de ces affaires diplomatiques depuis Pékin au sujet de la guerre en Ukraine, rappelons-le, n'est pas dans l'environnement stratégique immédiat de la Chine. Et parfois, les diplomates chinois, j'allais dire s'amusent, mais en tout cas le rappellent, que ce n'est pas dans ses priorités. Le sujet ukrainien, la guerre en Ukraine n'est pas dans ses priorités. Ce qui est précisément dans ses priorités, c'est l'intensification, la densification de la relation avec Moscou. Pourquoi? Parce que c'est profondément utile à Pékin à ce jour, dans les relations internationales, pour confirmer ses approvisionnements en matières premières, les densifier, mais aussi pour consolider une sorte d'axe, une sorte de bloc. Les mots sont difficiles à qualifier, mais une sorte de bloc, une sorte d'axe contre l'Occident. Alors, une contre alternative, Washington. disons, à l'Occident. Et par là même,
construire un monde, une organisation internationale, un ordre international alternatif à ce que l'Occident a pu produire, a pu induire au lendemain de la Seconde Guerre Mais mondiale. est-ce que ça n'est pas un allié un peu encombrant, la Russie, dans ces conditions? C'est évidemment une forme d'allié encombrant, mais fort utile pour constituer ce bloc qui est en voie de maturation contre l'Occident précisément. Et par là même, ce soutien qui est bien réel, implicite, indirect, de la Chine à la Russie en Ukraine, donc contre les intérêts de l'Europe, contre les intérêts des États-Unis, contre l'idée même de démocratie libérale, est lui-même animé par une logique de l'implicite. C'est ça qui est intéressant, ça qui est important. Jamais la Chine va massivement envoyer des armes, de l'équipement, de la logistique, etc. En Ukraine. Donc l'implicite, l'allusif, l'indirect. Dans ce sujet, la situation de l'Union européenne, marché consolidé, 300, 400, 500 millions de consommateurs, reste effectivement un grand sujet. Mais j'en viens à un mot-clé que l'on a vu apparaître avant la pandémie, qui est la logique de la réciprocité. Certes, la Chine commerce beaucoup avec l'Europe, marché consolidé, mais qu'en est-il du marché chinois ? Qu'en est-il de l'ouverture et de l'accessibilité du marché chinois ? Alors on l'a vu avec la pandémie, 3 ans de fermeture et de contraction de la Chine, avec une nouvelle phase d'expansion diplomatique. Ce que Christine Ockrent rappelait sur cette victoire, entre guillemets. Il faudra voir les effets de cet accord et ce rapprochement entre Iran et Arabie Saoudite. Mais cette nouvelle offensive diplomatique se combine avec la contraction, avec la fermeture de la Chine. Christine Ockrent, alors bon, effectivement, l'Ukraine ne fait pas partie de l'environnement immédiat de la Chine. En revanche, il y a une question qui se pose de manière constante pour la Chine, et vous le rappelez dans votre livre « L'empereur et les milliardaires rouges », le livre que vous avez publié aux éditions de l'Observatoire, c'est la question de Taïwan, avec une sorte de test, je mets évidemment cela avec les guillemets qui s'imposent, une sorte de test pour Pékin, voir avec la Russie et l'Ukraine ce qui pourrait se passer si d'aventure elle tentait semblable entreprise avec Taïwan. Il faut peut-être rappeler la situation complexe, les liens complexes que la Chine entretient avec Taïwan, l'importance aussi de Taïwan, vous le rappelez par exemple dans le domaine des microprocesseurs. Oui, bien sûr, l'ironie de la situation économique de la Chine, ou plus exactement de l'affrontement technologique entre la Chine et les États-Unis, qui sont, je crois, une dimension essentielle pour comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, ce sont ces semi-conducteurs. Et l'ironie, comme vous le dites, Guillaume, c'est que la plus grande entreprise de semi-conducteurs est taïwanaise, TSMC. Et d'ailleurs, l'administration Biden fait énormément d'efforts pour attirer TSMC, pour la contraindre presque d'une TSMC, certaine manière. il faut rappeler ce qu'est cette entreprise, cette gigantesque entreprise, Christine Ockrent. Oui, c'est la première entreprise mondiale de semi-conducteurs. Vous savez, les semi-conducteurs, ce sont ces minuscules chips qui sont devenus indispensables à nous tous sans qu'on s'en rende compte, et plus encore, bien évidemment, aux industries militaires et à tout ce qui alimente, avec l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, etc., cette course effrénée, de plus en plus rapide au développement technologique. Et c'est sur ce terrain-là que la Chine et les États-Unis ont engagé un bras de fer essentiel, et auquel il sera très difficile, je crois, à nous autres Européens d'échapper. Mais pour en revenir à la question centrale qui est celle de Taïwan, en fait, du point de vue chinois, c'est très simple. Taïwan fait partie de la Chine. Et à partir de là, cette espèce d'accident historique qui fait que cette île qui a su mettre en place, au bout d'un certain nombre d'années, un régime démocratique, qui est géographiquement tout près du continent chinois, eh bien, le rattachement de Taïwan fait partie des principes fondateurs du régime chinois. Et donc, sur ce plan-là, la comparaison avec l'Ukraine est à la fois historiquement fondée et néanmoins, je crois, mais là je parle sous le contrôle d'Emmanuel Véron, légèrement déformante. Emmanuel Véron. Le sujet de Taïwan, comme Christine Ockrent vient de le rappeler, est fondamentalement
pour Pékin une question de politique intérieure. Et j'insiste bien pour Pékin, pour les organes, pour le Parti communiste chinois, qui a une emprise sur l'État, qui a une emprise sur la société, sur l'ensemble des affaires économiques et diplomatiques. Taïwan est une question intérieure. Donc jamais ils ne laisseront cette question de côté. Et il y a un agenda avec des intentions cachées et plusieurs scénarios possibles en fonction de l'état de la Chine, économique, de ses forces armées, de ses forces de sécurité, de l'environnement, si je puis dire politique, mais aussi de l'environnement international. Donc Taïwan, fondamentalement, est le sujet de ce premier quart du XXIe siècle, et on a, en toile de fond, des possibilités de scénarios similaires, parallèles, avec ce que l'on connaît en Ukraine. La géographie est différente, l'environnement n'est pas tout à fait le même, et les puissances militaires ne sont pas les mêmes non plus. Et également important pour Taïwan de rappeler les garanties de sécurité américaines qui, quelque part, s'expriment dans la continuité de la volonté de l'administration Biden, mais aussi Trump avant, de sanctuariser fondamentalement cette industrie des chips, des microprocesseurs, des puces de Taïwan. Le Taiwan Relation Act, 1979, garantie de sécurité américaine, qui confirme, si vous voulez, depuis le Congrès, mais plus largement depuis le dispositif américain, la garantie de sécurité de Taïwan. Mais est-ce que ça veut dire, Emmanuel Véron, qu'une attaque chinoise contre Taïwan est aujourd'hui impensable ? Elle est tout à fait plausible. Le sujet est de voir la capacité militaire pour conduire ce type d'opération qui est extrêmement compliqué, interarmes, faisant agir plusieurs domaines militaires, etc. Le scénario à ce stade le plus plausible est de la basse intensité militaire, avec une prise des îles qui sont en face de Xiamen, à quelques, si vous voulez, centaines de mètres du continent chinois, la République populaire de Chine, et par là même de forcer l'organisation d'un blocus pour étouffer Taïwan, étouffer économiquement Taïwan. Et cela en fonction de l'agenda international. Probablement que nous verrons un scénario de la sorte avant 2030. Et d'ailleurs, Xi Jinping le rappelait régulièrement, de manière publique ou de manière plus confinée, à ses troupes en disant « préparez-vous à une action, à l'usage de la force, notamment autour de 2027 peut-être ». Donc on a un agenda avec des intentions cachées qui fait que Taïwan est un sujet central. Apparemment, elles sont de moins en moins cachées si l'on vous suit, Emmanuel Véron, mais si une telle offensive avait lieu, elle ne pourrait pas demeurer sans réponse de la part des États-Unis, avec là aussi une forme de symétrie par rapport à ce qui se passe en Ukraine, avec également des intérêts qui sont, comme l'a rappelé Christine Ockrent, économiquement encore plus lourds. Il y a bien sûr l'agriculture en Ukraine, il y a des engrais, mais à Taïwan, il y a des microprocesseurs et aucune partie du monde occidental ne peut vivre sans ces microprocesseurs. Il y a bien sûr les semi-conducteurs, et puis il y a l'environnement géographique, à savoir qu'on est sur des grandes routes maritimes du monde qui rejoignent l'Amérique du Nord à l'Asie de l'Est, qui rejoignent l'Asie de l'Est à l'Europe. Donc effectivement, il y a au-delà des microprocesseurs, des semi-conducteurs, le sujet d'un blocage, d'une perturbation des flux et des liens. C'est évident. Mais la question est de savoir à quel degré on pourrait avoir une défense de Taïwan ou un soutien de Taïwan contre une possibilité de neutraliser des capacités de réaction de Taïwan par la Chine populaire. Mais alors, si une telle chose arrivait, Christine Ockrent, il y aurait évidemment une réaction des États-Unis, quel que soit le président d'ailleurs, parce que finalement, lorsque Donald Trump a fait monter la pression entre la Chine et les États-Unis, même les démocrates étaient plutôt d'accord avec sa manière d'agir, je me trompe ? Non, bien sûr, vous ne vous trompez pas. Enfin, j'allais dire jamais, Guillaume. Non, bien sûr, sérieusement, il y a non seulement une continuité sur ce plan-là, sur la politique vis-à-vis de la Chine, aussi bien commerciale que les engagements de défense de l'administration Trump à l'administration Biden. Mais il faut bien voir que pour les États-Unis, la défense de Taïwan, même s'il n'y a pas d'alliance militaire au sens propre du terme, la défense de Taïwan est devenue un enjeu essentiel pour sa crédibilité sur le plan international, au moment où on a vu à quel point plusieurs opérations désastreuses au Moyen-Orient l'ont détourné de cette partie-là du monde. Et donc, on voit, en revanche, l'administration Biden
qui vient encore de signer avec les Philippines, en particulier, un accord pour de nouvelles bases navales américaines dans cette partie-là, on voit la volonté des États-Unis de renforcer dans toute cette zone de l'Indo-Pacifique sa puissance militaire, sa présence pour contrer les ambitions chinoises qui, évidemment, se manifestent et se renforcent elles aussi. Mais donc, la question de Taïwan, vue de Washington, est centrale. Et c'est même la seule sur laquelle il y a véritablement un consensus politique. Et alors, ce qui est terrible, Christine Ockrent, c'est que à la fois, donc, il y aurait une réaction pour Taïwan, il n'y en a guère pour les Ouïghours ou pour le Tibet, ça a été rappelé. Là, en revanche, il y a peu d'espoir. Mais on peut imaginer que le président français évoquera ces deux questions qui seront mentionnées sans doute dans le compte-rendu français de ces conversations avec Xi Jinping et les autres et le Premier ministre chinois, et absolument pas dans le compte-rendu des médias officiels chinois. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Véron ? Le Tibet, aujourd'hui, est d'une importance cruciale pour la Chine. Il faut peut-être le rappeler en quelques mots. Pourquoi il n'y a absolument rien à espérer, apparemment. Oui, alors le Tibet est dans la périphérie, dans les marges du territoire de la République populaire de Chine, qui a fait l'objet d'une conquête, qui a fait l'objet d'une colonisation, qui a fait l'objet d'une sinisation, au même titre d'ailleurs que d'autres territoires dits autonomes de minorités nationales, marge et périphérie de l'empire, si je puis dire, des Ouïghours, du Xinjiang. Dans ce dispositif géographique-là, de ces marges et périphéries, l'État central, le régime, y est pleinement déployé, pleinement déployé. En plus de cela, il y a une continuité avec des enjeux stratégiques avec le voisin indien, l'Asie centrale, etc. Si on revient un instant sur Taïwan, on est là aussi dans l'ordre de la géographie, d'un environnement stratégique important, qui est la pointe, si vous voulez, la pointe de diamant de la rivalité systémique entre Pékin et Washington à ce jour. Pour les questions industrielles, pour les questions de modèles, pour des questions de schémas stratégico-militaires. Alors, je reviens sur Taïwan encore une seconde, c'est le Taiwan Relation Act, les garanties de sécurité américaines de 1979. Garanties de sécurité américaines, c'est les États-Unis se doivent d'intervenir en cas d'invasion, en cas de mouvement militaire, en cas d'usage de la force, ce qui accompagne des livraisons de matériel, de la formation. Donc oui, les États-Unis sont bien là. Quid des acteurs régionaux pouvant suivre ce sillon ? Emmanuel Véron, géographe, spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l'école navale et à l'INALCO. Christine Ockrent, journaliste, productrice bien sûr d'affaires étrangères sur France Culture. Vous venez de publier L'Empereur et les milliardaires rouges aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer cette fois-ci la manière dont la Chine est bien entendu un géant économique aux prises malgré tout avec des difficultés dans ce domaine. De nombreuses faiblesses, évoquer la singularité de ce modèle. En attendant, il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Aujourd'hui, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen sont attendus en Chine pour une visite d'État, une première. Un peu plus de 3 ans pour le président français depuis la précédente. Quel sera le programme de ces 3 jours sur fond de guerre en Ukraine? Plus largement, quel rôle entend jouer la Chine sur la scène diplomatique? Nous sommes en compagnie du géographe Emmanuel Véron. Vous êtes spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l'école navale et à l'INALCO. Christine Ockrent, notre camarade journaliste, productrice de l'émission Affaires étrangères sur France Culture. Christine, dans L'Empereur et les milliardaires rouges aux éditions de l'Observatoire, le livre que vous publiez, il est notamment question de cette personnalité tout à fait étonnante de Xi Jinping. C'est d'ailleurs très personnalisé dans la presse. Aujourd'hui, tout le monde évoque la Chine de Xi Jinping, avec un destin tout à fait étonnant, puisque Xi Jinping a été l'une des victimes de la révolution culturelle. Pendant 7 ans, il a vécu, il avait alors 15 ans, donc entre 15 et 22 ans, il a vécu avec l'étiquette d'ennemi du peuple. Comment expliquez-vous que cet homme qui a tant souffert finalement du système maoïste soit devenu aujourd'hui une forme d'empereur de cette même Chine communiste? Il en a tant souffert, Guillaume, comme toute sa génération.
les folies maoïstes ont véritablement opprimé, blessé toute une génération de Chinois. Il n'y a pas une seule famille en Chine qui ne taise ses douleurs et ses cicatrices. Le cas de Xi Jinping est d'autant plus étonnant c'est un aristo, c'est un prince rouge. Son père était l'un des immortels, comme on qualifie les compagnons d'origine de Mao Tse-tung au début de la révolution chinoise. Et donc, Xi Jinping, en fait, est l'un de ces notables du système communiste. Alors certes, il a cultivé le caillou, vous l'avez dit, pendant 6 ou 7 ans, lorsqu'il était jeune homme, mais il a ensuite, quand son propre père a été réhabilité et a participé au premier rang de l'ouverture économique de la Chine voulue par Deng Xiaoping dans les années 80-90, eh bien, le jeune Jinping a bénéficié du clan formé autour de son père, et en fait, sa carrière a été ponctuée de différentes étapes où il a franchi, comme un bon technocrate du Parti communiste, en allant dans différentes régions, dans différentes provinces. Et en fait, son ascension a été méticuleuse. Personne, semble-t-il, ne lui prévoyait un destin aussi brillant. On disait qu'il n'était pas tellement malin que ça. Bon, son seul fait de gloire, il y a une vingtaine d'années, c'est qu'il avait épousé une femme immensément célèbre en Chine, colonel de l'armée populaire de libération, une grande chanteuse d'opéra chinois, à qui on disait: mais est-ce qu'il n'est pas très embarrassant pour vous d'être beaucoup plus connu que votre mari? On peut dire que Xi Jinping a rattrapé l'affaire en quelques il a renversé, effectivement. Il a renversé effectivement la notoriété. Emmanuel Véron, là aussi, c'est un destin étonnant, avec aujourd'hui un homme que l'on présente comme étant plus puissant que Mao ne l'a été. Alors, plus puissant que Mao l'a été, peut-être, surtout du point de vue des technologies, surtout du point de vue de l'organisation du parti aujourd'hui et des technologies dont il dispose. Mao était quelque chose de tout puissant, était un tyran extrêmement tout puissant. Et en complément de ce que rappelait Christine Ockrent, oui, c'est une succession de traumas dans la biographie, dans l'intimité de Xi Jinping. Sa sœur s'est suicidée au moment même où son père était qualifié de droitier et évacué du parti, et donc pendant la stigmatisé. Révolution culturelle. Avant et pendant la Révolution culturelle. C'est-à-dire, c'est une longue période au cœur de la famille Xi, de traumas, de succession de traumas. Et Xi Jinping, donc adolescence et début de l'âge adulte, sera plusieurs années, vous le rappeliez, à la campagne dans des conditions très très compliquées, est aussi un sujet très fort qui permet peut-être d'expliquer un certain nombre de sujets dans sa gouvernance, dans son exercice du pouvoir. C'est qu'il a souhaité intégrer le parti communiste chinois à plusieurs reprises et a essuyé bon nombre d'échecs, 3 ou 4 fois. 9 refus. 9 refus, merci. Pour finalement intégrer le Parti communiste chinois. C'est quand même étonnant, parce qu'il aurait pu, dès lors, avant même le 9e, se rendre compte que ce système était un système, comment dirais-je, imparfait. Ce qui montre bien une forme de ténacité. Ce qui montre aussi, si vous voulez, dans sa connaissance du système, excusez-moi, et l'évolution du système lui-même pour des familles de princes rouges, comme Christine Ockrent le rappelait, à savoir des survivants de la Longue Marche, dont son père était, Xi Jong-sun, qui a été évacué du régime et réhabilité par l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping à la fin des années 70, début 80, précisément là où Xi Jinping va commencer sa carrière par le bas. Mais alors, si on continue les paradoxes, Christine Ockrent, donc voilà cet homme qui a souffert du système maoïste, dont la famille a souffert du système maoïste, qui va arriver au sommet du Parti communiste, dans une Chine qui est communiste de manière nominale, mais qui le fait avec ce qu'on appellerait en Russie des oligarques, des individus qui se sont enrichis, et là aussi, vous le rappelez dans votre livre, qui se sont enrichis de manière extrêmement rapide, conduisant finalement à un pays qui, en termes d'inégalité, n'a rien à apprendre au monde entier. Oui, mais c'est un système totalement spécifique, parce que
il faut comprendre que Xi Jinping est obsédé par l'écroulement de l'Union soviétique, ou plus précisément par l'écroulement du Parti communiste soviétique. Et il ne cesse de le rappeler. Comme toujours avec les dictateurs, il faut toujours lire et écouter ce qu'ils disent. Il n'est pas un discours de Xi Jinping à aucun moment de son ascension où il ne rappelle la faillite absolue de ces mauvais communistes, entre guillemets, que furent les soviétiques à l'époque de la perestroïka. Et donc, il est convaincu, et sa propre ascension l'en a d'autant plus pénétré en quelque sorte, que la seule manière de tenir 1,4 milliard de gens à l'échelle d'un pays-continent, c'est le parti. Et le parti qu'il renforce à chaque étape de son ascension. Il a pris soin en 2018 de faire modifier la Constitution, ce qui fait qu'il est déjà au pouvoir depuis plus de 10 ans, il peut y rester indéfiniment. On voit mal Mhm. à l'étape actuelle quelles sont les factions qui pourraient encore s'exprimer au sein du parti, mais c'est bien le Parti communiste qui tient le pays, et lui incarne le Parti communiste. Et on l'a vu encore de façon spectaculaire lors de la dernière assemblée consultative du peuple chinois, qui d'habitude est une simple formalité pour le nommer président, alors que le moment important, c'est le congrès du parti en octobre dernier. Eh bien, on a vu il y a quelques semaines, à quel point son souci premier a été de renforcer encore l'emprise du Parti communiste. Sur quoi? Sur la technologie. Pourquoi? Parce que les gens auxquels vous faites allusion, ces entrepreneurs chinois qui ont réussi à rattraper et parfois à devancer la Silicon Valley en quelques années, quitte à les copier de façon assez éhontée pendant quelques temps, mais qui maintenant les a, sur certains plans, devancés, eh bien, ces entrepreneurs-là, ce sont précisément ceux qui fabriquent et détiennent les algorithmes. Et la dictature chinoise est une dictature basée sur les algorithmes. Et donc, en fait, les seuls qui pourraient défier et qui ont tenté de défier le parti en tant que tel, ce sont ces entrepreneurs tels Jack Ma, celui qui est le plus connu en Occident, le fondateur d'Alibaba. Eh bien, Jack Un Ma a site eu de vente en ligne. l'impertinence. Voilà, enfin plus que ça, hein, c'est un énorme conglomérat qui regroupe toutes sortes d'activités financières jusqu'à la distribution effectivement sur le marché intérieur chinois. Mais Jack Ma a eu l'impertinence, il y a un peu plus de 2 ans, de critiquer la manière dont les autorités financières géraient le système chinois. Eh bien, ça n'a pas tardé. En quelques jours, il a été démis de ses fonctions à la tête de la branche financière de l'ensemble. Il a disparu quelque temps, on l'a vu réapparaître à Tokyo. Il a réapparu à Pékin il y a quelques jours, le jour même où le régime annonçait que le groupe que Jack Ma avait créé eh bien, serait tout simplement divisé en 8. Et puis Jack Ma est reparti. Et ce qui est fascinant, on parle beaucoup de TikTok en ce moment. Vous savez, cette application qui a plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Eh bien, Zhang Yemin, qui a créé ByteDance. ByteDance, c'est ce géant technologique qui possède TikTok. Eh bien, ce garçon qui a 40 ans a décidé, il y a quelques mois, qu'en fait, il était un grand timide et qu'il devait se mettre à l'abri pour réfléchir, tout simplement, parce que l'emprise de Xi Jinping, du parti, sur ces géants de la technologie chinoise est devenue plus lourde que jamais. Et c'est toute la contradiction, je crois, du système. Parce qu'en même temps, Xi Jinping ne peut pas leur couper les jarrets. Il a besoin de leur dynamisme, il a besoin de leur capacité de continuer à avancer dans ce qui reste, je crois, l'essentiel aujourd'hui, qui est cette compétition, cette confrontation technologique avec les États-Unis. Et oui, et c'est une situation effectivement qui prévaut, Emmanuel Véron, cette confrontation avec les États-Unis, avec un système qui est un système tout à fait particulier, une économie qui a été extrêmement
dynamique qui a cessé de l'être durant la période du Covid. Il y a eu quand même 3 ans de politique zéro Covid. Celle-ci a été levée en décembre dernier, mais l'économie chinoise a souffert et on pense aujourd'hui que les perspectives de croissance d'environ 5% pour 2023 vont être assez difficiles à atteindre. Oui, alors, c'est... Et on l'a vu donc avec ces 3 ans de pandémie, dont on n'est pas complètement sorti d'ailleurs au plan chinois, le ralentissement économique chinois. Mais ce qui est une tendance accélérée et intensifiée par rapport à la décennie qui nous précède, où on a les effets, si vous voulez, d'accumulation de l'hypercroissance. Et les effets, si vous voulez, de l'hypermodernisation, hyperindustrialisation, hyperurbanisation de la Chine, où on a, si vous voulez, des effets conjoncturels et structurels de perte d'attractivité économique et de productivité. Il y a des questions démographiques, avec une perte de la productivité. On ne produit plus autant et aussi bien et aussi rapidement en Chine aujourd'hui qu'on le faisait il y a 15 ans ou 20 ans. Ce n'est plus tout à fait les mêmes conditions, sociales, économiques, environnementales, etc. Mais c'est aussi une combinaison avec l'environnement asiatique qui est plus compétitif. On a des croissances beaucoup plus fortes en Asie du Sud-Est, précisément en 2022, au Vietnam, aux Philippines, mais aussi en Asie du Sud avec l'Inde. Et en plus de ça, il y a l'environnement international, poussé très fort par les États-Unis pour des actions de découplage, de désolidarisation des capacités industrielles chinoises pour relocaliser et faire autrement ailleurs. Donc on a tous ces effets structurels et conjoncturels qui viennent, si vous voulez, asseoir le fait que la Chine n'est plus dans l'hypercroissance, n'est plus dans une hyperproductivité économique et donc avoir un PIB qui va mécaniquement continuer de grimper pour rejoindre celui des États-Unis. Pas tout de suite, mais en tout cas qui va être dans des difficultés accumulées. Et là aussi, Christine Ockrent, il y a des choses tout à fait étonnantes. En Chine, vous évoquez par exemple la manière dont la bulle immobilière a été utilisée de manière... Alors là, ça n'est même pas une façon capitaliste d'envisager les choses, c'est une manière hyper capitaliste avec une économie qui se fonde sur la pierre mais qui devient complètement virtuelle. Oui, mais qui est une économie, encore une fois, sous l'emprise du parti, qui a compris à un moment donné que encourager les promoteurs était une façon, en fait, de financer les finances locales. Et donc, vous avez dans cet immense pays des régions entières où les services de base, ce que nous appellerions les services publics, étaient en fait financés grâce à cette fuite en avant d'un certain nombre d'immenses promoteurs immobiliers comme Evergrande ou Country Gardens qui vient d'afficher il y a quelques jours des pertes records. Et donc c'est tout un système en fait de financement de l'appareil qui explique aussi que les Chinois, pour qui la possession d'un logement, il faut imaginer l'immense pauvreté de ce pays il y a 2 générations encore. Moi, j'ai parlé à quelques-uns de ces entrepreneurs milliardaires, ils n'avaient pas de chaussures quand ils allaient à l'école. Mais pour en revenir à l'immobilier, c'est une façon aussi pour la plupart des Chinois de considérer que de toute façon, ça ne va pas se casser la figure puisque c'est le Parti communiste qui est derrière. Et en fait, le système est devenu tellement fou que oui, Evergrande en particulier a trébuché, entraînant à sa suite toute une série d'activités adjacentes en quelque sorte, et il s'agit bien d'une faiblesse structurelle du système chinois. Alors, justement, une faiblesse, Emmanuel Véron, parce qu'il y a différents géants. Alors, il y a par exemple une forme de compétition entre l'Inde et la Chine. L'Inde est l'autre géant démographique. C'est jusqu'à présent, en tout cas, une démocratie. La Chine n'est pas une démocratie. Elle a un certain nombre de problèmes liés au ralentissement démographique. Elle importe 60% de son alimentation. Est-ce que tout ça, ça ne fait pas une série de faiblesses qu'il ne faudrait pas oublier ? Oui, c'est effectivement le panorama, si je puis dire, que l'on pourrait compléter de cette longue liste de fragilité ou de faiblesse de la Chine. Pour autant, le système tel qu'on l'a aujourd'hui ne s'est pas encore effondré. Il y a certes des secteurs économiques avec la pandémie et les choix politiques de Xi Jinping d'arrêter les choses, de confiner, qui se sont en partie effondrés. Je crois que c'est important de le rappeler. Les chiffres de l'économie avec les chiffres des douanes chinoises de la fin de 2022 sont inquiétants pour l'économie chinoise, fondamentalement. Et c'est bien pour cela que le parallèle avec l'Inde
est pertinent au sens stratégique et géographique. Pourquoi ? Parce que du point de vue de Pékin, c'est bien le rival stratégique durable. Et j'insiste sur le mot durable. Pourquoi ? Parce que c'est l'autre pôle de civilisation de l'autre côté de l'Himalaya. Masse critique, vous l'avez rappelé, la géographie, l'histoire, la démographie, mais aussi une puissance dotée et qui a un appareil diplomatique qui est en capacité de rivaliser avec l'empreinte globale chinoise d'aujourd'hui. Donc on est bien en face de ce rival stratégique durable et c'est, en matière de modalités de gouvernance et politique, pas le même système que le Parti communiste chinois sur lequel il règne en Chine. On est effectivement face à une démocratie, alors bien évidemment avec beaucoup de difficultés là aussi en interne. Stratégique rivale, stratégique durable. Si on revient sur le sujet du parti lui-même, qui ne s'est pas encore effondré, sur le partage des richesses et l'organisation du parti, on est face là à une organisation entre quelques familles qui se répartissent et qui se partagent le gâteau. Des descendants et survivants de la longue marche, 34-35. Donc ça renvoie à l'histoire contemporaine du Parti communiste chinois, qui continue aujourd'hui d'être à la tête de la République populaire de Chine avec un dessein stratégique très précis de première puissance à terme et de dépasser les États-Unis. Ce qui est intéressant, et on a pu l'observer ces dernières semaines, ces derniers mois, la contestation en Chine vient de partout, mais a priori vient de mécontentement du fait précisément de la gouvernance Xi Jinping et du fait de l'action politique de Xi Jinping. Le mécontentement vient à l'intérieur même du Parti communiste chinois, vient du fait que des gens ont perdu des parts de marché, ont perdu de l'attractivité, ont perdu leur emploi, ont perdu des entreprises, etc. Et il y a des répercussions très très fortes au sein du parti. Et donc il est intéressant d'observer, même si Xi Jinping est en train de détourner l'attention avec ses nouvelles offensives diplomatiques, tous azimuts, il est intéressant d'observer dans les mois prochains et les années prochaines de potentielles contestations au sein du noyau du parti à tous les niveaux, j'insiste bien à tous les niveaux, qui pourraient remettre en question l'ordre établi et la posture de Xi Jinping. Christine Ockrent, tout d'abord peut-être sur les faiblesses chinoises. Moi, ce chiffre de 60% de l'alimentation importée est un chiffre qui me fascine puisqu'on parle de souveraineté alimentaire et c'est malgré tout un fort risque. Il s'accompagne du fait que la Chine souffre d'un certain nombre de problèmes écologiques, d'une sécheresse qui va lui interdire probablement de pouvoir augmenter sa production agricole. Bref, c'est quand même là aussi une vraie question. Certes, mais il s'agit malgré tout de la deuxième économie mondiale, même si parmi les facteurs d'affaiblissement, il ne faut pas négliger le facteur démographique. Et c'est tout le contraste effectivement avec l'Inde, où l'expansion démographique continue, alors qu'en Chine, les femmes ne veulent plus faire d'enfants pour simplifier le propos. Mais cette dépendance chinoise, aussi bien en matière d'énergie qu'en matière de ressources alimentaires, elle est évidemment prise en compte et c'est une grille de lecture essentielle pour comprendre par exemple, la manière dont Xi Jinping traite Vladimir Poutine, puisque grâce à la guerre en Ukraine, l'expression tord la bouche, mais c'est un fait, la Chine acquiert désormais du gaz et du pétrole russe à bien moindre prix. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine avait des relations commerciales étroites avec l'Ukraine, précisément à cause du blé. Et d'ailleurs, la Chine avait reconnu l'indépendance de l'Ukraine dans les années 90. Donc ça fait aussi partie des contradictions de ce monde aux multiples brisures qu'on essaye d'analyser en ce moment. Mais il est évident que on en revient toujours à cette obsession chinoise de maintenir la course en avant. Et cette course-là, elle est d'abord technologique. Pourquoi ? Parce que Xi Jinping et le Parti communiste considèrent que l'économie et la défense, les besoins de l'armée sont fusionnels, c'est le terme qu'ils emploient, fusionnels, et donc tout ce qui concourt au renforcement de la technologie chinoise va immédiatement dans l'industrie de défense, et cela explique aussi la manière dont Américains et Européens, c'est relativement récent, et notamment dans le discours de Madame von der Leyen il y a quelques jours, cette idée qu'il ne faut pas laisser les technologies européennes, américaines pour la plupart d'ailleurs,
aider en quelque Mhm. sorte l'appareil de défense chinois. Emmanuel Véron, un mot de conclusion. Un mot de conclusion sur la question alimentaire, c'est fondamentalement l'un des moteurs de la diplomatie chinoise et de ces nouvelles offensives diplomatiques que l'on a pu décrire. Un exemple très rapide, le rapprochement Pékin-Brasilia, visite du président Lula en Chine pendant 6 jours, excusez du peu, qui aura comme structure très très forte le maintien et la sanctuarisation des approvisionnements, notamment sur des produits de ressources naturelles, matières premières, mais bien évidemment aussi alimentaires. Et on voit bien que cette question de l'alimentaire, au-delà de l'ensemble des ressources naturelles, est bien le moteur principal aujourd'hui du schéma stratégique chinois pour prendre des parts de marché et des terres en Afrique, en Asie, mais aussi quid de la Sibérie pour étendre la possibilité des Pourquoi surfaces arables. la Sibérie, qu'est-ce qui... Surfaces arables, présence économique et démographique chinoise très très forte, d'Irkoutsk à Vladivostok, pour le temps du dégel, cultiver les terres en plus de l'exploitation du bois, de l'eau, des diamants et d'autres minerais. Merci beaucoup, Emmanuel Merci. Véron. Vous êtes géographe et spécialiste de la Chine contemporaine. Merci, Christine Ockrent. On vous retrouve bien sûr dans Affaires étrangères sur France Culture et dans votre livre L'Empereur et les milliardaires rouges, publié aux éditions de l'Observatoire. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité, le 8h45 d'Anne-Laure Chouin.